Le coup de marteau résonna comme un coup de fusil, non pas celui de la justice, mais celui d'une interruption brutale. Le juge Lacroix, un homme dont la corpulence et la raideur ne masquaient pas une vanité mal placée, venait d'arrêter son geste, le regard figé. Silence. Un silence pesant, électrique, presque sacré dans cette salle d'audience de Marseille, où la seule loi qui semblait régner jusque-là était celle de Julien Dubois, mon ex-mari. J'étais assise, minuscule, dans mon tailleur gris de seconde main, le cœur battant à tout rompre, convaincu que ma vie était sur le point de s'achever, écrasée par la machine judiciaire qu'il avait si habilement lubrifiée. Et puis, le vacarme. Les lourdes portes doubles en chaîne de l'arrière de la salle ne s'étaient pas contentées de s'ouvrir. Elles avaient claqué contre les murs, un son qui fit sursauter tout le monde, même le flegmatique Pierre Lefebvre, l'avocat de Julien. Sa tête, comme toutes les autres, pivota vers l'entrée. Le juge Lacroix, lui, avait le marteau suspendu en l'air, ses yeux écarquillés. J'ai tourné la tête aussi, sans trop comprendre. Qui pouvait bien se permettre une telle entrée? Dans l'embrasure se tenait une silhouette plus âgée, les 60 ans passés, mais avec la prestance d'un soldat, quelque chose d'immuable. Son costume anthracite, désuet dans sa coupe, était d'une qualité de laine qu'on ne trouve plus. Il s'appuyait lourdement sur une canne de bois noir poli surnée d'une tête de faucon en argent. Mais c'était son visage. Un visage taillé dans le granit, sillonné d'expérience, les yeux sombres et intelligents, brûlant d'une fureur froide et terrifiante. Il n'a rien dit. Il a juste commencé à avancer dans l'allée centrale. Thump, step, Le son de sa canne était le seul bruit dans la pièce, perforant le silence assourdissant. Qui était cet homme? Et pourquoi son intrusion me nouait-elle autant l'estomac, entre terreur et d'une infime, insensée lueur d'espoir? Quelques mois plus tôt, ou peut-être était-ce des années, le temps, à cette période, n'avait plus de sens. Mes souvenirs sont brouillés, des éclats épars d'une vie qui s'effondrait. La dernière fois que j'avais vu Julien, mon mari, enfin mon futur ex-mari, avant tout ce cirque, c'était le 14 octobre, notre 12e anniversaire de mariage. J'avais préparé un dîner intime dans notre somptueuse demeure au bord de l'étang de Berre, près de Marseille. J'avais même déniché une Rolex vintage de 1965, l'année de naissance de son père. Un souvenir, une preuve de mon amour, de mes efforts. Il est rentré à 23 heures. Ses yeux ont survolé la table dressée, les mets que j'avais passé des heures à préparer, et se sont posés sur moi comme sur un meuble. Indifférent. Il est allé directement au salon, s'est servi un scotch et a posé une épaisse enveloppe Kraft sur la table basse en marbre. Mon estomac s'est serré. Je me souviens de ma main qui tremblait en l'attendant. « Qu'est-ce que c'est ?» j'ai demandé. Ma voix n'était qu'un murmure. « Lys », avait-il dit, en buvant une gorgée. C'était le même ton glacial qu'il utilisait pour virer un jeune développeur. La demande de dissolution de mariage. Le souffle coupé, j'avais levé les yeux vers lui, cherchant un signe de blague, une farce macabre. Mais il n'y en avait pas. Je pars ce soir, je reste au Four Seasons de Paris jusqu'à ce que le penthouse soit prêt. J'ai déjà annulé tes cartes de crédit et les comptes joints sont bloqués en attendant l'audience préliminaire. Tu as accès au compte courant avec 5 000 €. Débrouille-toi. 5 000 €, 5 000. La somme était tellement dérisoire, risible même, face aux montagnes de dettes et au train de vie qu'il m'imposait. Julien, l'hypothèque de la maison, rien que ça. La maison sera sur le marché la semaine prochaine. Tu dois être parti d'ici le 1er du mois. Et ne t'embête pas à engager un avocat célèbre, Marie. J'ai déjà contacté les 5 meilleurs cabinets de la ville pour créer un conflit d'intérêts. Tu ne pourras pas te les payer de toute façon. Il avait reposé son verre sur un sous-verre, soucieux de ne pas tacher le marbre, et s'était dirigé vers la porte. « Pourquoi ?» j'avais murmuré, les larmes coulant enfin. « Après tout ce que j'ai fait pour toi. » Il s'était arrêté,
la main sur la poignée sans se retourner. Parce que je t'ai dépassé, Marie. Tu es une infirmière de Vitrolles. Je suis un PDG. C'est du business. Et il était parti. J'ai regardé par la fenêtre. Sa Porsche était là, le moteur ronronnait. Sophie, sa jeune assistante de 24 ans, blonde et insignifiante, était assise à l'avant, le nez plongé dans son téléphone. La trahison n'était pas seulement émotionnelle, c'était une déclaration de guerre financière. Et il se voyait déjà vainqueur. Les semaines qui ont suivi, un cauchemar. Il m'effaçait, méthodiquement, cruellement. J'ai passé mes journées à appeler des avocats, à supplier. Mais Julien n'avait pas menti. Les grands cabinets me refermaient tous la porte au nez. Désespéré, épuisé, j'ai fini par échouer dans un petit centre commercial de Martigues, devant une porte vitrée où l'on pouvait lire « Henri Dupont, avocat. Succession, droit de la famille. » L'odeur de vieux café et de papier moisi m'a saisi dès l'entrée. Henri Dupont était un homme d'une 60aine d'années, les cheveux gris hirsutes, une tache sur sa cravate et un bureau qui ressemblait à une bibliothèque bombardée. Il n'avait rien d'un requin, plutôt un basset fatigué. « Madame Dubois, avait-il dit, me désignant une chaise au ressort cassé. J'ai entendu parler de votre mari. Je serai honnête, je gère surtout des affaires de permis de conduire et des testaments contestés pour des grandes mères. Affronter Pierre Lefebvre, c'est comme aller à une fusillade avec une cuillère. Ma voix s'était brisée. Je n'ai personne d'autre. Il a coupé mes fonds. Je loge dans un motel minable à Vitrolles. Il essaye de me faire passer pour une femme violente, de dire que je n'ai rien apporté à Flux Zénith. Henri, j'ai écrit le business plan. J'ai payé les serveurs avec mon salaire d'infirmière. Henri avait retiré ses lunettes, se frottant l'arête du nez. Il me regardait, brisé, épuisé, mais avec une étincelle de vérité dans les yeux. Il détestait les intimidateurs, et Julien Dubois semblait être le plus grand de la région. « Je ne peux pas vous promettre la victoire », avait soupiré Henri, tirant un bloc-notes jaune. « Lefebvre va essayer de nous enterrer, mais je prends le dossier. Mes honoraires, on s'en occupera plus tard. » Les audiences préliminaires avaient été un bain de sang, littéralement. J'étais là, au tribunal, mais c'était comme si mon corps n'était qu'une enveloppe vide. Pierre Lefebvre, ce requin, faisait son show. Il me peignait comme une profiteuse instable. Un fardeau pour le brillante ascension de Julien. Je serrais la main d'Henri sous la table. J'avais envie de hurler, de raconter les nuits où Julien pleurait dans mes bras parce que son code ne marchait pas, comment j'avais relu chaque dossier de présentation aux investisseurs. Mais le juge Lacroix, ce brave juge Lacroix, semblait hypnotisé par Julien. Un homme qui respectait le statut, et Julien Dubois était le roi du statut à Marseille. La demande de pension alimentaire temporaire avait été rejetée. Le juge avait martelé son marteau. J'étais infirmière, capable de travailler. 10 000 €, une seule fois, pour les frais de déménagement. 3 mois. C'était tout le temps que nous avions pour prouver que Julien cachait de l'argent. 3 mois pour déterrer un empire sous des tonnes de papier. Je me suis installé dans un petit studio. J'ai repris mes gardes de nuit à l'hôpital, les yeux cernés, le corps hurlant de fatigue. Chaque moment libre, je le passais dans le bureau d'Henri à éplucher des boîtes de relevés bancaires. Il n'y avait pas de logique. Cela n'a aucun sens, Henri. J'avais tapé sur un document un mardi soir pluvieux, me souvenant encore de l'odeur de café rance. Julien a acheté une villa en Provence l'année dernière. J'ai vu les photos sur son téléphone, mais il n'y a aucune trace de l'achat dans nos comptes joints ou les siens. Henri avait plissé les yeux sur la feuille de calcul. S'il l'a acheté, il n'a pas utilisé son propre nom. Il a utilisé une société écran. Mais laquelle? J'avais demandé, désespéré. Il a des dizaines de CRL sous Flux Zénith. Henri avait soupiré. Nous avons besoin d'un expert comptable judiciaire, Marie. Un bon, c'est 300 € de l'heure. Nous, on a... Il avait vérifié son portefeuille. 40 € et un bon pour une pizza.
Nous étions au pied du mur. Parfois, la nuit, quand le sommeil refusait de venir, je repensais à ma mère, à son conseil qu'elle répétait souvent, son tablier de cuisine salle de farine. Ne fais jamais confiance à ce qui semble trop beau pour être vrai, ma chérie. Elle parlait des marchands ambulants sur le marché de Vitrolles, ceux qui promettaient la lune pour 3 fois rien. Mais maintenant, je comprenais le sens profond de ces paroles. Le faste de notre villa, les promesses de Julien, tout avait toujours paru trop parfait. Et la perfection, je l'avais appris à mes dépens, n'existait pas. C'était une illusion dangereuse, un voile derrière lequel se cachaient les pires trahisons. Je savais que ma mère aurait été dévastée de me voir si vulnérable, si manipulée. Mais elle m'aurait aussi rappelé que la force n'est pas dans l'absence de chute, mais dans la capacité à se relever, et je devais me relever. Pour elle, pour moi. C'est là que j'ai réalisé à quel point la situation était absurde. Arrêtons-nous une seconde. J'étais là, infirmière, à tenter de décortiquer des montages financiers complexes, des SARL, des holdings offshore, des juridictions étrangères. Tout ça parce qu'un homme, Julien, le grand PDG de Flux Zénith, avait décidé que j'étais obsolète. Un homme qui avait littéralement basé sa fortune sur des fondations que j'avais contribué à construire, les soirs où je rentrais de l'hôpital, vidé, pour le voir coder, la tête entre les mains. Qui suis-je pour démêler ça? Pourquoi une femme, après 12 ans de mariage, devait-elle prouver qu'elle avait une valeur? Comme si mon amour, mon soutien, mes sacrifices n'étaient rien face à un bilan comptable. C'était lunaire. Dans ma tête, ça ne tournait pas rond. Mais c'était ma réalité. Et je devais me battre. Alors, oui, retournons à l'enquête parce que la folie continuait. Une nuit, une semaine avant le procès, alors que je fouillais une vieille boîte de papier que j'avais réussi à récupérer de la maison, des déclarations de revenus des premières années, j'ai trouvé un reçu froissé. Il datait d'il y a 7 ans. C'était une consultation avec un cabinet d'avocats aux îles Jersey. Le montant, 5 000 €. Henri, j'ai appelé à 2 heures du matin. Qui est Triton Participation? Il a grommelé à moitié endormi. Jamais entendu parler. J'ai trouvé un reçu. Julien a payé des frais d'incorporation pour Triton Participations à Jersey il y a 7 ans, juste avant que Flux Zénith ne reçoive son premier gros financement. Henri s'est réveillé instantanément. Si Triton Participation est la société mère de ses actifs offshore et qu'il ne l'a pas divulgué pendant la phase de découverte, c'est un parjure, c'est une fraude. On peut prouver qu'il en est le propriétaire. Il nous faut le registre des actionnaires de Jersey. Ça demande une ordonnance du tribunal. Et la Croix ne nous la donnera pas sans motif valable. Et pour l'instant, un reçu de 7 ans, ce n'est pas suffisant. L'espoir s'est vidé de moi. Nous étions si proches et pourtant si loin. La veille du procès, Julien a demandé une réunion de règlement. Nous nous sommes rencontrés dans la salle de conférence vitrée du gratte-ciel de Lefebvre. Julien avait l'air bronzé, reposé et inabordable. Sophie était assise à côté de lui, portant une bague en diamant. Je l'ai reconnu. C'était le diamant de ma grand-mère que Julien prétendait avoir perdu lors du déménagement. La bile me montait à la gorge. « Voici l'offre », a dit Lefebvre, faisant glisser une feuille de papier sur la table en acajou. 200 000 €, un accord à l'amiable. Vous signez un accord de non-divulgation. Vous ne parlez plus jamais de Julien ou de Flux Zénith et vous partez. 200 000 €, c'est une insulte, s'est exclamé Henri. La société est évaluée à 400 millions. Julien s'est penché en avant, sa voix suave et menaçante. C'est de la charité, Henri. Prends-le, ou je vais dans cette salle de tribunal demain et je la détruis. Je mentionnerai les antidépresseurs qu'elle prenait il y a 3 ans. Je la dépeindrai comme mentalement incompétente. Je m'assurerai qu'elle perde sa licence d'infirmière. Je réduirai sa vie en cendres. J'ai regardé l'homme que j'avais aimé pendant 12 ans. Il n'était plus un homme. C'était un monstre fait d'argent. Je me suis levé, mes mains tremblaient, mais ma voix était ferme. Non, Julien a ri, un son sec et aboyant.
Comme tu voudras, on se voit au tribunal, ma chérie. Prépare-toi. En sortant, Henri avait l'air inquiet. Marie, si nous allons au procès avec ce que nous avons, nous allons perdre. Il a le juge, il a l'argent. Nous avons un reçu pour une société écran dont nous ne pouvons pas prouver l'existence. Je sais, j'ai dit, fixant les rues mouillées de Marseille, mais je ne signerai pas ce papier. Je préfère perdre en me battant que de le laisser acheter mon silence. Qu'auriez-vous fait à ma place? Vendre mon âme pour quelques miettes ou affronter l'incertitude, la défaite potentielle, la ruine totale, juste pour ne pas plier? Ce soir-là, dans mon minuscule appartement, mon téléphone a sonné. Numéro masqué. « Allô, Marie? » La voix était rauque, grave, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis longtemps. J'ai figé. Je n'avais pas entendu cette voix depuis 15 ans. Pas depuis le jour où mon père nous avait quittés, ma mère et moi, pour nous protéger, comme il l'avait affirmé dans une note énigmatique. « Papa, » j'ai chuchoté. « J'ai entendu parler de Julien, » a-t-il la voix. « J'ai entendu dire qu'il essaye de t'enterrer. Où es-tu? Maman disait que tu étais mort. » Je ne suis pas mort, j'étais loin. Écoute-moi attentivement, Marie. N'accepte pas l'arrangement. Va au tribunal demain. Pourquoi, papa? Nous n'avons rien. Nous allons perdre. Tu ne perdras pas. Assure-toi juste que les portes soient déverrouillées. Je rentre à la maison. La ligne est devenue morte. C'est ainsi que je me retrouvais là, à ce moment précis, dans cette salle d'audience bondée, la presse massée à l'arrière, attendant le triomphe de Julien Dubois. Henri Dupont, à côté de moi, tremblait en réorganisant ses papiers. Il avait l'air d'un homme face à un peloton d'exécution. De l'autre côté, Julien était magnifique. Il plaisantait avec Pierre Lefebvre, vérifiait sa montre, lançant des regards contraints aux journalistes, jouant à la perfection son rôle de leader regrettant, mais ferme. Et puis, cet homme, ce soldat aux yeux d'acier. Il atteignit la barrière de bois qui séparait le public des avocats, la poussa avec sa canne. Il passa devant Julien sans même le regarder, se dirigeant droit vers ma table. Je tremblais. Je fixais le profil de cet homme, la courbe familière de son nez, la façon dont il tenait sa mâchoire. La dernière fois que je l'avais vu, il partait de la maison dans une vieille camionnette rouillée, promettant qu'il arrangerait les choses, 15 ans auparavant. « Papa !» J'ai étouffé. Il s'est tourné vers moi. La dureté de ses yeux a fondu une fraction de seconde. Il a tendu une main gantée et a doucement touché mon épaule. « Désolé d'être en retard, ma puce. Les embouteillages étaient un cauchemar. » Puis il s'est tourné vers le banc du juge. Le juge Lacroix le fixait, bouche légèrement ouverte, le visage passé du rouge au blanc livide. Il a retiré ses lunettes, frotté ses yeux et les a remises. « Thomas » a chuchoté le juge. « Thomas Dubois. » Un murmure parcourut la salle. Les avocats plus âgés, ceux qui exerçaient à Marseille depuis les années 80, se sont redressés. Ils chuchotaient à leurs jeunes associés. « Dubois, est-ce que c'est le bourreau? Impossible. Il a disparu après les affaires. Il était censé être mort. » Thomas a retiré ses gants lentement, doigt par doigt. « Bonjour, Guillaume. Ça fait un bail. Tu as pris du poids. Vous n'avez aucune autorité ici, » a balbutié le juge Lacroix, terrifié. « Vous n'êtes pas au dossier. »« En fait, » a dit Thomas, tirant un document plié de sa poche intérieure. « J'ai déposé une requête d'urgence d'intervention auprès du greffe il y a 10 minutes, et je me constitue également en tant qu'avocat principal de la plaignante, Marie Dubois. »« Vous ne pouvez pas arriver comme ça !» a hurlé Lefebvre, sentant le basculement de la salle. « J'objecte! C'est très irrégulier! Le procès est terminé! » Thomas Dubois s'est tourné vers Pierre Lefebvre. Il a regardé l'avocat flambeur comme un lion regarde une gazelle qui ignore qu'elle est déjà morte. « Monsieur Lefebvre, » a dit Thomas calmement, « je gagnais des affaires de corruption quand vous appreniez encore à lasser vos chaussures. Asseyez-vous et taisez-vous, je n'ai pas terminé. » Il s'est retourné vers le juge. « Votre honneur,
Je demande la réouverture de la phase probatoire de ce procès sur la base de la découverte de nouvelles preuves matérielles. Des preuves de parjure massif, de fraude et de détournement de fonds commis par le défendeur, Julien Dubois. C'est scandaleux. Julien s'est levé, le visage rouge. J'ai tout divulgué. Qui est ce vieil idiot? Thomas Dubois a souri, un sourire qui n'avait rien d'amical. Qui suis-je? A demandé Thomas doucement. Tu ne me reconnais pas, Julien? C'est blessant. Thomas s'est tourné vers le public, a ramassé une lourde mallette qu'il avait laissée près de la barrière et l'a claquée sur la table de la défense, juste devant Julien. Tu ne connais peut-être pas mon visage, a dit Thomas. Mais tu connais mon travail. Tu me payes depuis 5 ans. Julien a regardé la mallette. Puis il a regardé Thomas. La confusion a voilé ses yeux. Quoi? Il y a 7 ans, a dit Thomas, sa voix portant jusqu'au fond de la salle. Tu as engagé une petite société d'expertise comptable à Genève pour mettre en place une structure de fiducie aveugle. Tu voulais cacher des actifs à ta femme au cas où tu deviendrais quelqu'un d'important. Tu as communiqué avec un homme du nom de M. V. Tu l'as très bien payé pour cacher ton argent à Jersey, à Singapour et dans un coffre-fort crypto à Malte. Le visage de Julien s'est décomposé. Le sang a déserté ses joues si vite qu'il semblait sur le point de s'évanouir. Vous êtes Monsieur V? A chuchoté Julien. Vendetta? Non, c'est trop théâtral. Thomas a ri sombrement. Vérité. Vérité. Tu vois, Julien, quand tu as cherché sur le dark web un expert comptable véreux, tu n'as pas trouvé un criminel. Tu m'as trouvé. J'ai géré ta fortune cachée pendant 5 ans. J'ai chaque virement. J'ai chaque email où tu déclarais explicitement que tu cachais cet argent à Marie. J'ai les journaux où tu riais à l'idée de la laisser sans le sou. La salle était plongée dans un silence de mort. Même la sténographe avait cessé de taper. Thomas s'est penché vers Julien, sa voix baissant jusqu'à un murmure terrifiant que le microphone a pourtant capté. Je n'ai pas volé ton argent, Julien. Je l'ai gardé en sécurité. Je l'ai investi. Il a pas mal fructifié. Mais voici le problème. Tu as signé la procuration à M. V. Et comme je représente actuellement ta femme, Thomas s'est tourné vers le juge, ses yeux flamboyants. Votre honneur, je soumets comme pièce A l'historique financier complet de Triton Participations, Omega Shell et Blue Sky Ventures. La valeur totale des actifs que Julien Dubois a cachés à ce tribunal n'est pas de 400 millions. Thomas a marqué une pause pour les faits. Elle est de 1,2 milliard d'euros. Et depuis ce matin, j'ai rapatrié tous ces fonds sur un compte séquestre sous la juridiction de ce tribunal. Lefebvre s'est effondré sur sa chaise, le visage dans les mains. Il savait que c'était fini, mais Julien, lui, n'avait pas compris. La panique l'a envahi. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est le secret professionnel avocat-client. Vous étiez mon comptable. Je n'ai jamais été expert comptable. Thomas a souri. Je suis avocat et je n'ai jamais été ton avocat. J'étais un agent infiltré pour le Parquet national financier pendant 20 ans avant de prendre ma retraite. Je reconnais une opération coup de poing quand j'en vois une, mais ça, ce n'était pas des affaires. C'était personnel. Thomas est retourné vers Marie, qui sanglotait silencieusement, la main sur la bouche. Il aimait un bras protecteur autour d'elle. « Tu as essayé de détruire ma fille, Julien, » a dit Thomas, sa voix tremblant d'une rage contrôlée. « Tu as annoncé ta victoire. Tu pensais être le roi du monde. Mais tu as oublié une chose. »« Quoi ?» a respiré Julien, tremblant. « Les rois tombent, » a dit Thomas, « surtout quand le bourreau rentre à la maison. » Le silence qui a suivi la révélation de Thomas Dubois n'était pas seulement un calme. C'était un poids physique, suffocant. Le son d'un vide créé quand un ego massif et impénétrable est soudainement percé. Le juge Lacroix a croassé. Il a tiré un mouchoir de sa robe et a tamponné sa lèvre supérieure, sa main tremblant visiblement. « Monsieur Lefebvre, » a dit le juge, « avez-vous une réponse à cette soumission de preuves? »
Pouvez-vous authentifier la source de ces fonds? Tous les yeux se sont tournés vers Pierre Lefebvre. Le requin de Marseille, l'homme qui se vantait de détruire des familles, fixait les documents. Il a pris une feuille, un relevé de virement d'une société écran à Malte, et l'a lu. Ses yeux se sont écarquillés. Il a reconnu la structure du compte. Il a réalisé avec une horreur grandissante que son client l'avait pris pour un imbécile. Julien n'avait pas seulement caché de l'argent à Marie. Il l'avait caché à Lefebvre lui-même, exposant l'avocat à des accusations fédérales de complot. Lefebvre s'est lentement levé. Le mouvement était rigide, mécanique. Il a regardé Julien avec un mélange de dégoût et de terreur. « Pierre !» Julien a saisi la manche de son avocat, ses doigts s'enfonçant dans le tissu coûteux. « Qu'est-ce que tu fais, objecte? Demande la nullité. Fais ton travail. » Lefebvre a regardé la main de Julien comme si c'était une araignée venimeuse. Il a retiré son bras d'un geste violent. « Je fais mon travail, Julien. Je me sauve moi-même. » Lefebvre s'est tourné vers le juge, sa voix projetée clairement jusqu'au fond de la salle, s'assurant que chaque journaliste entende sa déclaration. « Votre honneur, je me retire officiellement en tant que conseil du défendeur avec effet immédiat. »« Vous ne pouvez pas vous retirer !» a hurlé Julien, sa voix montant d'une octave. « Nous sommes au milieu d'une audience. Je vous paye 50 000 € par mois. Je ne peux et ne veux représenter un client qui a commis un parjure en pleine audience et utiliser les ressources de mon cabinet pour faciliter une fraude internationale, » a annoncé Lefebvre, le ton glacial. Il a commencé à fourrer des papiers dans sa mallette sans les organiser. J'étais complètement ignorant de l'existence de Triton Participations ou de tout actif offshore. J'informe immédiatement l'ordre des avocats du non-respect de ses devoirs par mon client. « Lâche !» a hurlé Julien, des postillons s'échappant de ses lèvres. « Tu travailles pour moi! Je te possède! »« Plus maintenant !» a claqué Lefebvre. Il a refermé les verrous de sa maillette. Clic, snap, snap. Un son qui a résonné comme deux coupes de feu dans la pièce silencieuse. « Bonne chance, Julien. Tu en auras besoin. » Lefebvre a tourné les talons et est sorti, poussant la barrière sans un regard en arrière. Julien était seul. La chaise vide à côté de lui semblait un gouffre. Thomas Dubois a frappé sa canne sur le sol. Thump, thump, ramenant l'attention de la salle à ma table. Il avait l'air calme, presque ennuyé, comme s'il regardait un bulletin météo plutôt que la destruction d'un magnat. « Votre honneur, » a dit Thomas, sa voix douce et rocailleuse. « Puisque le défendeur est désormais sans représentation, peut-être devrions-nous accélérer les choses. J'ai le parquet national financier en ligne au greffe. Ils écoutent cette procédure à distance. Ils sont très intéressés par la façon dont M. Dubois a évité l'impôt sur les plus-values sur les 1,2 milliard qu'il a transférés via Jersey. La mention du PNF a été le coup de grâce. Ce n'était plus une simple affaire de divorce. C'était du domaine fédéral. L'instinct de survie du juge Lacroix s'est emballé. Il devait prendre ses distances avec Julien Dubois et le faire maintenant. « Monsieur Dubois, » a dit le juge, sa voix durcissant, dépouillé du billet amical qu'il avait montré plus tôt. Le tribunal accepte les preuves présentées par Maître Dubois. La documentation semblait irréfutable. « Attendez, non !» Julien s'est levé, sa contenance se brisant en éclats de panique. Il a pointé un doigt tremblant vers moi. J'étais assise tranquillement, les mains jointes, l'air petite mais inébranlable. « C'est un coup monté !» a hurlé Julien, les yeux fous. « Elle a planifié ça. Regardez-la. Elle essaie de voler mon entreprise. J'ai bâti Flug Zénith. Moi, elle n'est qu'une infirmière. Ce n'est personne. » « Elle est votre femme, » a interrompu Thomas. Sa voix n'était pas forte, mais elle a transpercé l'hystérie de Julien comme une lame de rasoir. Et elle est la victime de votre fraude. En vertu de la loi française concernant spécifiquement la dissimulation d'actifs pendant une procédure de dissolution, le tribunal a le pouvoir de pénaliser la partie frauduleuse en attribuant 100% des actifs cachés au conjoint lésé. Thomas a tourné son regard vers le juge,
ses yeux brûlants d'un feu froid et dur. Je demande un jugement sommaire, votre honneur. Nous ne demandons plus la moitié. Nous voulons tout. Les milliards cachés, la maison conjugale, l'intégralité du portefeuille boursier et la participation majoritaire dans Flux Zénith. Nous voulons tout. Le juge Lacroix n'a pas hésité. Il a à peine regardé les papiers. Accordé. Le mot a plané dans l'air. Le tribunal se prononce en faveur de la plaignante. Lacroix a rendu sa décision rapidement, frappant son marteau avec une force qui a surpris l'agent Duval. Tous les actifs énumérés dans la pièce A sont par la présente attribués à Marie Dubois. De plus, j'émets un ordre de gel immédiat de tous les comptes personnels de M. Dubois, nationaux et étrangers, en attendant l'enquête fédérale. Le visage de Julien est devenu d'un violet violent. La réalité l'a frappé comme un coup physique. Il ne perdait pas seulement son divorce, il perdait son identité. L'argent, le pouvoir, le statut, tout avait disparu en 10 minutes. Un rugissement primal et guttural a jailli de sa gorge. La logique l'a abandonné. Je vais vous tuer, vous m'avez ruiné. Vous, Julien s'est jeté. Il a escaladé la table de la défense, des papiers volant partout, chargeant vers moi les mains tendues, les doigts recroquevillés en greffe. Julien, non! J'ai haleté, reculant, mais il ne m'a jamais atteinte. L'agent Duval, le robuste huissier qui avait plutôt essayé d'expulser Thomas, s'est déplacé avec la vitesse d'un seconde ligne. Il a intercepté Julien au milieu de l'allée, le percutant avec un bruit sourd. Ils sont tombés lourdement. Le costume italien coûteux de Julien a frotté contre la moquette rugueuse. « Lâchez-moi, vous savez qui je suis? Je suis le PDG de Flux Zénith. Vous êtes en état d'arrestation pour agression et outrage à la cour, » a hurlé Duval, luttant pour passer les bras de Julien derrière son dos. Le cliquetis métallique des menottes était audible, même par-dessus les cris de Julien. La salle a éclaté dans le chaos. Des flashs ont jailli, aveuglants, tandis que la presse se précipitait vers la barrière de bois, désespérée de prendre la photo de l'année. Le roi de la tech marseillaise, le visage pressé contre le sol, bavant et délirant. Alors que Julien était tiré sur ses pieds, échevelé, sa cravate de travers, ses cheveux en bataille, il a balayé frénétiquement l'arrière de la salle. « Sophie !» a-t-il hurlé, ses yeux cherchant sa jeune maîtresse. « Appelle les réparateurs! Passe-moi le gouverneur au téléphone, Sophie !» Mais les lourdes portes doubles de l'arrière de la salle oscillaient doucement. Sophie était partie. Elle s'était éclipsée au moment où Thomas Dubois avait ouvert la maillette, s'évaporant comme de la fumée. Il n'y aurait pas de réparateur. Il n'y aurait pas de gouverneur. L'agent Duval et 2 adjoints ont traîné Julien vers la sortie latérale. Il a donné des coups de pied et s'est débattu, hurlant des obscénités qui résonnaient sous le haut plafond jusqu'à ce que la lourde porte se referme, coupant sa voix. Le silence est revenu dans la salle, mais il était différent maintenant. C'était le silence d'un champ de bataille après que les tirs de canon aient cessé. J'étais abasourdi, mon cœur martelant contre mes côtes. La violence soudaine, la rapidité de la décision, l'image de Julien menotté, c'était trop à assimiler. Je me sentais légère. J'ai levé les yeux vers le vieil homme debout à côté de moi. Thomas Dubois s'appuyait sur sa canne, regardant la porte où Julien avait disparu. Son expression était illisible, peut-être un mélange de satisfaction et de lassitude. Il s'est tourné vers moi et la dureté de son visage a fondu. Il a tendu la main et a doucement touché mon épaule. « C'est fini ?» J'ai chuchoté, ma voix tremblante. Thomas Dubois a souri, une expression sincère et chaleureuse qui a plissé les coins de ses yeux fatigués. « Oui, Marie, » a-t-il dit doucement. « C'est fini, tu as gagné. » La tempête qui avait secoué Marseille toute la matinée a finalement éclaté alors que nous sortions du palais de justice. Les lourds nuages gris ardoises se sont fracturés, laissant des rayons perçants de soleil de l'après-midi frapper le pavé mouillé, transformant les rues en rivières d'or. C'était le genre de changement météorologique brusque dont la côte méditerranéenne est coutumière,
Un calme soudain après la violence. Je ressentais une étrange déconnexion avec mon propre corps. 1 heure plus tôt, j'étais une infirmière indigente face à la ruine totale. Maintenant, j'étais sans doute l'une des femmes les plus riches de la région. Mais l'argent ne me semblait pas réel. Ce qui était réel, c'était l'homme qui marchait à mes côtés. Il se déplaçait plus lentement maintenant. À l'intérieur de la salle d'audience, Thomas Dubois avait été un titan, une force de la nature. Mais dehors, dans l'air frais, l'adrénaline s'estompait. Il s'appuyait lourdement sur sa canne à tête de faucon, son souffle légèrement coupé par l'effort de la marche. Il ressemblait moins au bourreau et plus à un père qui avait été absent trop longtemps. Nous nous sommes retrouvés chez La Bonne Mère, un petit bistrot du quartier du Vieux-Port, un de ces établissements bordés de chrome qui sentent le café brûlé, la graisse de bacon et le nettoyant citronné. L'exact opposé des cages de verre et d'acier que Julien préférait. Nous nous sommes glissés dans une banquette rouge près du fond. Une serveuse aux yeux fatigués nous a versé 2 tasses de café noir sans demander. Pendant longtemps, aucun de nous n'a parlé. J'ai enveloppé mes mains autour de la tasse en céramique, laissant la chaleur s'infiltrer dans mes doigts froids. Je fixais l'homme en face de moi. Il étudiait le menu comme s'il s'agissait d'un dossier juridique complexe, évitant mon regard. « Pourquoi ?» j'ai demandé. Ma voix n'était qu'un murmure, mais dans le silence du restaurant, elle a sonné comme un cri. « Juste, pourquoi ?» Thomas a posé le menu. Il a retiré ses lunettes et s'est frotté l'arête du nez, un geste dont je me souvenais de mon enfance. Cela m'a serré la poitrine. « Pourquoi je suis revenu ou pourquoi je suis parti ?» a-t-il demandé, sa voix rauque. « Les deux, » j'ai dit. « 15 ans, papa. Maman est morte en t'attendant. Elle pensait que tu nous avais abandonnés pour une autre femme. Elle est morte en pensant que tu ne nous aimais pas. » La douleur qui a traversé le visage de Thomas était brute et sans ferme. Il a regardé par la fenêtre le trafic, sa mâchoire se serrant. « Je vous aimais plus que tout au monde, Marie. C'est exactement pourquoi j'ai dû partir. » Il a pris une gorgée de café amer, se ressaisissant. « Tu sais, j'étais avocat, mais tu ne connaissais pas mes clients. À la fin des années 90, je ne gérais pas seulement des fusions d'entreprises. J'étais l'homme à tout faire pour le genre de personnes qui ne sont pas poursuivies en justice. Elles sont mises en examen. Les cartels, les sénateurs corrompus, les syndicats. » Je le fixais, mon café oublié. « J'étais bon à ça, » a continué Thomas, sa voix baissant. « Trop bon. Je savais où tous les cadavres étaient enterrés, littéralement et financièrement. Mais en 2008, j'ai eu une conscience. Je ne pouvais plus le faire. Je suis allé au PNF. J'ai témoigné contre une faction et un réseau de blanchisseurs d'argent à Paris. Je n'ai jamais vu ça aux infos, j'ai dit. « Non, parce que si ça avait fait de la une, tu serais morte, » a dit Thomas d'un ton neutre. « J'ai refusé la protection des témoins parce qu'ils voulaient déraciner ta mère et toi. Je ne pouvais pas vous faire subir cette vie, à regarder par-dessus votre épaule, à changer de nom, à vivre dans la pire. Alors, j'ai fait un marché. J'ai disparu. J'ai mis en scène ma sortie de manière à ce que ça ressemble à une crise de la quarantaine. J'ai brisé le cœur de ta mère pour lui sauver la vie. Si le cartel pensait que j'étais juste un papa en fuite, ils ne vous toucheraient pas. S'ils avaient su que j'étais un informateur, il s'est interrompu, l'implication lourde dans l'air. Alors, tu es devenu un fantôme, j'ai chuchoté. Je suis devenu Monsieur Vérité, a corrigé Thomas avec un sourire sec et sans humour. J'ai utilisé les compétences que j'ai apprises des criminels pour me cacher d'eux. J'ai vécu en Europe, puis en Asie. J'ai géré de l'argent sur le dark web. C'est comme ça que j'ai trouvé Julien. Quand un homme cherche un comptable véreux pour cacher 1 milliard d'euros, il finit par croiser mon chemin. Il a tendu la main sur la table. Sa main couverte de taches de vieillesse et de vieilles cicatrices a légèrement tremblé en couvrant la mienne. Je t'ai pourtant observé tous les jours. Le souffle me coupa. Comment?
J'ai des yeux partout, Marie. Je t'ai vu obtenir ton diplôme d'infirmière. Tu portais une robe bleue sous ta toge. Je t'ai vu rencontrer Julien dans ce café de Vitrolles. Je t'ai vu l'épouser. Les yeux de Thomas se sont embués de larmes. Je voulais tellement te conduire à l'hôtel que j'avais l'impression de mourir. J'étais au fond de l'église, dans l'ombre. Je suis parti avant la réception. Tu étais là. J'ai laissé échapper un sanglot. J'ai toujours été là, mais je ne pouvais pas intervenir. Pas avant maintenant. Les hommes qui me chassaient sont morts ou pourrissent dans des prisons de haute sécurité. Mais quand j'ai vu Julien engager Pierre Lefebvre, j'ai su que le système allait t'écraser. Je ne pouvais pas regarder un autre intimidateur détruire ma petite fille. Thomas a fouillé dans sa poche intérieure de veste. Il a sorti une serviette pliée et un lourd chéquier en cuir. Il les a fait glisser sur la table. Les actifs des comptes de Jersey, des coffres forts crypto à Malte, des sociétés écrans à Singapour, tout a été rapatrié, a dit Thomas, son ton redevenant professionnel. Les virements ont été compensés il y a 10 minutes. Tu es maintenant l'actionnaire majoritaire de Flux Zénith. Le conseil d'administration est en pleine panique. Il convoque une réunion d'urgence demain matin pour t'élire présidente. J'ai regardé la serviette, dessus de la patte frénétique de mon père, une liste de numéros de compte et une somme finale qui me faisait tourner la tête. 1 à 2 milliards. J'ai ri, un son humide, incrédule, qui a jailli de ma poitrine. Papa, je suis infirmière. Je change des perfusions. Je ne dirige pas des conglomérats technologiques. Je ne connais rien au cloud computing. Tu n'as pas besoin de connaître le code pour diriger une entreprise, Mary, a dit Thomas fermement. Julien connaissait le code et regarde où ça l'a mené. Pour diriger une entreprise, tu as besoin d'une boussole morale. Tu dois savoir distinguer le bien du mal. Tu peux engager le meilleur PDG du monde pour faire le gros du travail. Tu définis la vision. Tu détermines l'âme du lieu. J'ai essuyé mes yeux avec le dos de ma main. J'ai regardé le chéquier, puis de nouveau le vieil homme. « Et toi? » j'ai demandé. « Le procès est terminé. Vas-tu disparaître à nouveau? Vas-tu retourner sur le dark web? » Thomas a hésité. Il a baissé les yeux sur sa canne, passant son pouce sur la tête de faucon en argent. Il avait l'air plus vieux que jamais. Le feu qui l'avait animé dans la salle d'audience était remplacé par une profonde, une épuisante fatigue. « Je suis vieux, Marie. Je suis fatigué de courir. Je suis fatigué d'être un fantôme. » Il m'a regardé, l'espoir fragile dans ses yeux. J'ai 15 ans de temps perdu à rattraper. Si tu veux bien de moi. Je n'ai pas hésité. J'ai serré sa main, le tenant comme s'il allait s'évanouir si je le lâchais. J'ai une chambre d'amis dans mon nouvel appartement, j'ai dit. Elle est petite. Elle donne sur une ruelle, pas sur l'océan. Mais elle est chaude. Thomas a souri. Et cette fois, son sourire a atteint ses yeux. Cela sonne comme un palais. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, la chute de Julien Dubois est totale. L'acte d'accusation du PNF, alimenté par les preuves que Thomas ait fournies, était étanche. Il n'y a eu aucun arrangement, aucune transaction. Julien a été condamné à 8 ans de prison pour fraude, évasion fiscale et parjure. Son isolement est total. Sophie, sa jeune maîtresse, n'est pas restée pour le prononcer de la peine. Au lieu de cela, elle a vendu son histoire à un magazine pour une somme astronomique, détaillant le comportement erratique et les crises de violence de Julien, détruisant efficacement toute chance qu'il avait de revenir dans la société. Je n'ai pas réemménagé dans la villa au bord de l'étang de Berre. Je l'ai trouvée froide et remplie de mauvais souvenirs. J'ai vendu le manoir, la villa en Provence, les voitures de sport et la collection d'art. Avec le produit de la vente, j'ai fondé la fondation Dubois-Caldwell. Ce n'était pas seulement une déduction fiscale, c'était une salle de guerre. La fondation offre une défense juridique de premier ordre aux femmes prises au piège de mariages financièrement abusifs, embauchant les meilleurs experts comptables judiciaires
pour s'assurer qu'aucune autre femme ne serait jamais traitée d'inutile simplement parce que son nom ne figurait pas sur le compte bancaire. Quant à Flux Zénith, je suis resté propriétaire, mais je connaissais mes limites. J'ai embauché une nouvelle PDG, Sarah Jenkins, une brillante administratrice avec qui j'avais travaillé à l'hôpital, quelqu'un qui comprenait les gens mieux que les algorithmes. Sous ma direction en tant que présidente, la culture de l'entreprise est passée de l'arrogance féroce à l'innovation durable. Mais la vraie victoire n'était pas dans la salle du conseil. Le dimanche matin, si vous vous promenez sur le vieux port de Marseille, au-delà des touristes et des poissonneries, vous pourriez nous voir. Une femme au visage aimable et à la démarche plus légère, debout d'à côté d'un homme plus âgé en manteau de laine, appuyé sur sa canne noire. Ils ont généralement des lignes de pêche dans l'eau, bien qu'ils ne pêchent rarement rien. Ils ne parlent pas de milliards d'euros, d'opas hostiles ou du passé qui les a hantés. Ils parlent du temps. Ils parlent de ce qu'ils vont cuisiner pour le dîner. Ils parlent de l'avenir. Ils parlent comme une famille. Pendant 15 ans, j'ai cru être seul dans l'obscurité. Mais en me tenant sur le quai, écoutant mon père rire d'une blague terrible, j'ai réalisé la vérité. Je ne me tenais plus dans l'ombre de personne. J'étais enfin vraiment debout, dans la lumière. Et même maintenant, parfois, je me demande si tout cela est bien réel, si je n'ai pas rêvé. Ce n'est pas une fin heureuse de conte de fées, non. C'est juste la vie, pleine de cicatrices, mais enfin